Suite et fin de l'activité 2 consacrée à l'interprétation des sons par le cerveau humain. Précédemment, on a vu que la perception du son s'accompagnait de l'activation des aires auditives, qui sont situées dans les lobes temporaux, gauche et droit, ce qui est un résultat plutôt attendu. Aujourd'hui, on va voir que les choses sont plus compliquées que ça, et on va essayer de résoudre la problématique suivante. Alors, la situation est décrite en détail dans l'activité, mais je la résume ici brièvement. Il s'agit d'une pianiste qui joue de son instrument depuis longtemps et qui, logiquement, a un goût prononcé pour la musique. Cette personne a malheureusement été victime de ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral qui a entraîné certaines lésions au niveau des zones cerclées en rouge ici. Ces lésions ne l'empêchent pas d'entendre les sons, ni de jouer au piano, mais pourtant, cette personne a perdu tout intérêt pour la musique. Alors nous allons essayer d'expliquer ceci en nous servant de données issues d'une étude scientifique paru en 2013 dans Neuroimage, un journal auquel vous n'êtes probablement pas abonné. L'étude ne concerne pas directement la pianiste, mais elle nous permet néanmoins d'avoir des résultats transférables à cette situation. Le protocole expérimental est le suivant. Plusieurs sujets ont été exposés à de la musique dont la charge émotionnelle est variable. Alors, les auteurs distinguent trois catégories: la musique joyeuse, la musique terrifiante et la musique neutre. Bien sûr, ces trois qualificatifs sont subjectifs, ou en tout cas sont fortement ancrés dans un contexte culturel, car tout le monde ne perçoit pas une même musique de la même façon, tout le monde n'a pas le même ressenti, le même goût. Donc ici, il faut accepter l'idée que certaines sonorités, consonantes ou dissonantes, certains tempos, certains timbres, vont donner à la musique une connotation particulière qui est interprétée du point de vue émotionnel. Alors le mieux, c'est que je vous fasse entendre des exemples. Ce sont 2 fichiers audio parmi les 24 qui ont été réellement utilisés dans l'expérience. Voilà ce qui est considéré comme une musique, entre guillemets, joyeuse. Écoutez bien. Bon, alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est pas le problème, c'est plutôt le sentiment que ça induit qui nous intéresse. Écoutez à présent une musique considérée comme terrifiante, c'est parti. Bon, en tout cas, on peut au moins s'accorder sur le fait que les styles musicaux et les effets produits sont très différents l'un de l'autre. Je vais vous montrer maintenant certains des résultats à l'aide du logiciel EduAnat 2, que je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo. Alors si vous voulez refaire cette analyse chez vous, je vous indique ici où trouver les fichiers. On est dans l'étude 13142 intitulée Musique et émotion. Voici les images anatomiques, elles sont un peu floues parce qu'elles correspondent à la superposition du cerveau de plusieurs sujets. Regardons à présent la superposition des IRM fonctionnels. Alors, il s'agit de l'image musique versus silence, donc toutes les régions qui apparaissent en couleur ici sont celles qui sont activées par l'écoute de musique par rapport au silence. On retrouve des résultats que l'on connaît déjà, avec l'activation de zones situées au niveau du cortex temporal, à gauche et à droite, et il s'agit bien sûr des aires auditives. Mais si on regarde la coupe coronale attentivement, on voit quand même qu'une autre zone de l'hémisphère gauche est aussi activée. Alors, quelle est cette zone? Impossible pour vous de le déterminer précisément, mais retenez surtout que l'écoute de la musique active plusieurs zones cérébrales et pas seulement les aires auditives. Regardons maintenant la situation musique joyeuse versus musique neutre. Les zones en couleur sont spécialement activées par le caractère joyeux de la musique. On a de nouveau les aires auditives, qui manifestement sont plus sensibles à la musique joyeuse qu'à la musique neutre, mais on a aussi cette région, au niveau du sillon central entre les deux hémisphères, qui est stimulée, tout comme celle-là, en position plus dorsale. Troisième comparaison, musique joyeuse versus musique terrifiante. Encore une fois, je vous laisse deviner de quelle région il s'agit. Ce sont bien sûr les aires auditives. Maintenant, sur cette même coupe, on voit 2 zones en position plus centrale, symétriques l'une de l'autre, qui sont également stimulées. On peut les visualiser aussi sur la coupe axiale, ce sont les mêmes zones bien sûr, et également sur la vue sagittale, où le plan de coupe passe ici par la région située le plus à gauche. Eh bien, ces 2 zones correspondent à ce qu'on appelle les amygdales. Alors ces amygdales n'ont rien à voir avec celles qui se trouvent au niveau de votre pharynx, évidemment. Non, ces amygdales sont des structures cérébrales qui participent au traitement des émotions. C'est vraiment ça qu'il faut retenir ici.
Si maintenant on fait la comparaison inverse, musique terrifiante versus joyeuse, on voit encore une autre région du cerveau qui est plus active lors de l'écoute d'une musique terrifiante ou, si vous préférez, qui est moins active lors de l'écoute d'une musique joyeuse. Quelle est cette région exactement? Difficile à dire précisément, mais comprenez bien à nouveau que ce sont plusieurs zones du cerveau qui sont sollicitées et qui collaborent entre elles. Revenons à notre question initiale. Alors voici l'IRM cérébral de la pianiste qui a perdu le goût pour la musique. Voici l'une des images que je vous ai montrées précédemment et qui présente le plus grand différentiel entre les émotions suscitées par la musique. Et vous voyez ici que les lésions observées chez la pianiste correspondent aux amygdales, tandis que les aires auditives, en position plus périphérique, sont intactes. Du coup, la perception de la musique est possible, elle est fonctionnelle, mais c'est l'interprétation émotionnelle qui est sans doute différente. Dans ces conditions, pourquoi écouter de la musique? Si celle-ci n'évoque rien, ne procure pas de plaisir ou n'est pas stimulante intellectuellement, on comprend que la pianiste ait pu perdre tout intérêt pour ça. Donc pour elle, la musique n'est maintenant qu'une série de sons dépourvus de contenu émotionnel. Dernière consigne et dernière expérience qui va nous montrer à nouveau que l'écoute n'est pas simplement une captation des sons, mais nécessite bel et bien une interprétation cérébrale complexe. Alors tiens, je vais vous mettre concrètement en situation en vous faisant écouter successivement 3 enregistrements audio. Tendez bien l'oreille et essayez de comprendre chacun d'entre eux. Voici le premier. மனிதப் பிறவியினர் சுதந்திரமானவர்கள், மதிப்பிலும் உரிமைகளிலும் சமமானவர்கள். Alors, c'est pas forcément évident. Voici le deuxième. Commune, demeure, distinction, droits égaux et être en fondé, homme, l'équilibre ne peuvent que, social, sur utilité. Et enfin, le troisième. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors, que venons-nous d'entendre? Vous avez sans doute reconnu à l'instant le début du premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789. Alors, vous venez de l'entendre en français, mais aussi en tamoul dans l'audio 1. Le tamoul, c'est une langue qui est parlée essentiellement au sud de l'Inde et au Sri Lanka. Donc, à moins que vous parliez cette langue, vous n'avez sans doute rien compris. Pourtant, vous avez entendu des sons. L'audio numéro 2 était en français, mais les mots étaient rangés par ordre alphabétique, et le texte n'avait donc aucun sens, même si les mots étaient reconnaissables. Eh bien, vous venez de participer à un protocole similaire à celui-ci, et si on avait pu faire une IRM de votre cerveau dans chacune de ces 3 situations, on aurait probablement obtenu des résultats de ce type. Alors, dans les schémas à gauche, la surface colorée en orange correspond aux zones cérébrales activées dans chacune des 3 situations, et si vous regardez bien, vous voyez que ces zones se chevauchent en partie. Je fais maintenant apparaître en vert les régions activées par la perception des sons, que l'on retrouve à chaque fois. Maintenant en bleu, tout ce qui est impliqué dans l'interprétation des mots, et ce qui reste en orange dans le cerveau en bas à gauche correspond aux régions cérébrales mobilisées pour la compréhension d'un texte, dans lequel les mots sont reliés entre eux et prononcés d'une certaine façon, donc quelque chose de plus sophistiqué et qui a du sens, enfin en tout cas pour un auditeur francophone. Ceci vous montre que dans le cerveau humain, certaines zones sont dédiées au traitement du langage, 2 notamment sont importantes, ce sont l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui sont respectivement représentés en jaune et en vert sur le schéma de droite. Donc au final, vous voyez que la perception du son dépend de la nature de celui-ci et va mobiliser des processus cognitifs complexes. Voici pour conclure les quelques messages clés à retenir. Donc pour la dernière fois, je vous demande de recopier cette notion sur votre cahier et on n'ira pas plus loin dans le contenu d'enseignement scientifique en SVT, puisque tout le programme exigible aux E3C est à présent bouclé. Il y a quand même une 5e et dernière partie qui devrait normalement être consacrée à un projet expérimental et numérique, mais vu les circonstances, c'est pas gagné, donc malheureusement on ne pourra pas forcément mettre ça en œuvre cette année. Sachez qu'au niveau des connaissances, en tout cas, le programme est terminé à 100%. C'est donc le moment de se quitter, tout en gardant quand même l'espoir de se retrouver une fois que les mesures de confinement se seront assouplies. D'ici là, gardez la forme, et rappelez-vous que quoi qu'il en soit, l'enseignement scientifique, ça continue en terminale. Donc même si vous échappez potentiellement aux E3C du mois de mai, d'autres épreuves vous attendent plus tard, donc continuez à bien travailler.